Bonsoir et merci d'être là, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Union soviétique et Samantha Bendern. Vous nous rejoignez sur ce plateau. Un mot là-dessus d'abord, Lysychansk, parce que je sais que vous suivez vraiment les cartes des combats, souvent mètre par mètre, si j'ose dire, ce que représente cet enjeu précisément. Alors Lysychansk, c'est vraiment la dernière ville de l'oblast de Lugansk qui va sans doute tomber, malgré les efforts vaillants des Ukrainiens. Mais ça ne veut pas dire que tout le Donbass est tombé. Il reste encore une grosse partie de ce qu'on appelle l'oblast de Donetsk, donc la région de Donetsk, deux villes clés, Kramatorsk et Slaviansk. Mais c'est en effet la Russie qui grignote mètre par mètre, mais néanmoins de façon assez sûre et régulière, des bouts du territoire ukrainien. Est-ce que c'est l'emblème de réussite militaire de la Russie, malgré tous les espoirs que nous caressons en Occident, où on voit que, malgré tout, la Russie progresse elle prend des coups très forts, on l'a vu encore, il y a encore un îlot serpent, mais en gros, elle continue à s'étendre, Pierre Lerin, dans le territoire ukrainien. Oui, bien sûr, elle continue à s'étendre. Là, Lysychansk, c'est un combat sans espoir pour l'armée ukrainienne, qui s'est retirée il y a quelques jours de Severodonetsk, qui... dans le but, justement, d'économiser des vies. Donc, il serait absurde que ces vies économisées à Severodonetsk soient perdues à Lysychansk. Donc, on peut considérer que la ville doit tomber d'ici peu de temps, sauf si réellement l'état-major ukrainien veut en faire un exemple et montrer une capacité de résistance qui, actuellement, ne semble pas être réelle. Alors c'est une question dans les jours qui viennent, et c'est une question à beaucoup plus long terme sur le sens. Est-ce que cette résistance, elle est très héroïque des Ukrainiens, tout le monde est d'accord là-dessus, mais est-ce qu'elle a un sens? Ou bien est-ce que d'une certaine manière, c'est une succession de combats perdus d'avance, malgré l'aide occidentale, malgré tout l'effort? Voilà, la puissance, la disproportion des puissances est telle. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Pierre Lerin? Alors, il y a un point de basculement qui peut être atteint un jour. Vraisemblablement, enfin, les spécialistes disent au mois d'août, il y aura un tel réarmement ukrainien grâce à l'aide occidentale que les chances s'équilibreront et que là, tout deviendra possible. Maintenant, le problème, c'est que ce rééquilibrage, il risque de ne pas intervenir parce qu'au fur et à mesure que les armes arrivent, une grande partie est détruite par les missiles russes et que donc... c'est un peu comme un puits sans fond. On apporte des armes lourdes en particulier. Ce qui manque également aux Ukrainiens, ce sont des munitions pour leurs anciennes armes ex-soviétiques dont personne ne dispose à part les Russes. Et là, il y a un véritable déficit. À l'appui de ce que vous dites, ces informations, elles sont très parlantes parce qu'on voit à la fois l'immensité de l'effort américain et ses limites. C'est la décision du président Biden d'augmenter de manière très puissante d'environ 800 millions d'euros en plus des milliards qui ont déjà été engagés. On voit ici le détail, 820 millions de dollars de systèmes antiaériens, les radars de contre-batterie, jusqu'à 150 000 obus, c'est à la fois beaucoup et c'est peu, c'est ça qui est fascinant et terrible pour les Ukrainiens. Oui, c'est à la fois beaucoup et peu, parce que si on pense à la bataille de Severodonetsk, les Russes envoyaient environ 50 000 obus par jour sur les positions ukrainiennes, qui eux répondaient avec 5 ou 6 000 obus par jour. Donc si on reste dans cette logique, ces 150 000 obus seraient 3 jours. Mais les Russes aussi vont commencer à manquer d'armes. Et les Russes n'ont pas les Américains derrière eux pour les armer. Et la grosse question qui va se poser ici, c'est est-ce que les Russes vont pouvoir avoir de l'aide ailleurs? Ils ont des réserves qui sont beaucoup plus importantes que celles des Ukrainiens et que celles des Européens ou pas les Américains. Donc, mais la question va être qui va se fatiguer en premier? Est-ce que ce seront les Russes? Par manque d'armement, par manque de puces de précision pour leurs armes de précision, par manque d'hommes assez motivés, parce que les hommes ils en ont, mais la motivation c'est autre chose. Ou est-ce que les Ukrainiens, eux, ne vont pas se fatiguer, mais est-ce que l'Occident va se fatiguer et va ralentir son aide en armement aux Ukrainiens, et surtout que l'Occident n'a plus assez d'armes pour leur fournir. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que l'heure est venue où les Occidentaux devraient entrer dans un vrai effort de guerre? On se souvient que si on veut, on peut. En 39-45, on ne disait pas on n'a pas assez d'armes, désolé, on fait ce qu'on peut. On disait on fait tourner à plein régime des usines. Ou bien est-ce que c'est une partie perdue? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors, d'une part, en ce qui concerne les armements russes, ce qui est important pour la Russie, c'est qu'elle a une industrie d'armement et qu'elle produit
les obus en question. Ça, c'est un point. Ensuite, vous demandez en fait, est-ce que les Occidentaux pourraient augmenter d'un cran? Pourraient et devraient. Le problème, c'est qu'on franchirait un seuil, le seuil de la co-belligérance. On entrerait en guerre avec la Russie et on aurait deux puissances nucléaires face à face, les États-Unis et la Russie, dans une moindre mesure la France, et que le débordement d'un conflit vers le nucléaire serait toujours possible et que ça, personne ne le souhaite et personne ne le veut. Je crois que toutes les parties, en tout cas en Occident, ont envie d'éviter justement cette escalade. Mais pas tout le monde est d'accord sur la façon d'éviter cette escalade. Il y en a qui diront que justement, il faut armer l'Ukraine pour que cette guerre reste contenue en Ukraine, pour que les Ukrainiens puissent assurer une défaite militaire à la Russie, justement pour pas que la Russie ensuite décide, après un peu de repos, après s'être réarmée, d'aller tenter de voir ce qui se passe si elle met un pied dans un pays de l'OTAN, où là, l'obligation de répondre serait encore plus forte. Et sur l'armement de l'Ukraine, nous armons déjà énormément l'Ukraine. Je ne vois pas pourquoi rester à un armement de l'Ukraine serait une co-belligérance. Après, tout dépend du type d'armement qu'on fournirait à l'Ukraine. Mais pour moi, le plus grand problème n'est pas d'armer ou de ne pas armer l'Ukraine, c'est que l'Occident, l'Europe, les États-Unis sachent quel est leur but dans cette guerre, quelle est leur stratégie. Et pour le moment, je n'en vois pas. Effectivement, armer l'Ukraine, ça, tout le monde convient que c'est ce qu'on est en train de faire et ce qu'il faut continuer de faire. La question de Darius, c'était est-ce qu'on peut aller au-delà? En 1939, je crois que la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne après que celle-ci eut envahi la Pologne. C'est à ça que vous faisiez référence. Or, ça, honnêtement, je ne le pense pas aujourd'hui. Parce que, justement, le risque d'un conflit nucléaire est tel que personne ne veut aujourd'hui le tenter. Donc, armer l'Ukraine, pas de problème. Notre propre hypocrisie ou notre propre double discours quand, depuis des mois maintenant, on dit attention, il y a un danger pour l'Europe occidentale même. C'est pas seulement Lysychansk et Severodonetsk qui sont menacés à terme, c'est Paris, Berlin, Londres. En réalité, si on ne fait pas davantage d'efforts, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Je crois qu'il n'y a pas d'accord là-dessus, en effet. Didier François l'a très bien résumé dans la précédente émission, c'est qu'il a dit que finalement, l'Occident arme l'Ukraine, l'Ukraine se bat pour arriver à une défaite militaire des Russes, pour que les Russes ne posent pas une menace pour nous. Donc c'est une façon hypocrite de se dire on se protège, mais ce sont les autres qui vont payer de leur sang. Nous, on paye de nos armes et eux payent de leur sang. Et je crois que le problème principal, c'est que l'Occident ne sait pas ce qu'elle veut vraiment faire avec l'Ukraine. La Russie, elle le sait. Mais l'Occident tergiverse depuis des années. Oui, l'Ukraine, on devrait l'intégrer d'une façon ou une autre dans la communauté européenne ou euro-atlantique, mais pas trop, parce que sinon on va énerver les Russes. Mais bon, il faut quand même se faire bonne conscience. Donc je pense que le problème principal aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces armes qu'on livre, il n'y a pas de stratégie, ni commune, ni stratégie tout court. C'est mon opinion. Oui, c'est également la mienne. Je pense que l'Europe est bloquée par une chose qui est évidente depuis très longtemps. Depuis 2008, la France et l'Allemagne se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN parce que c'était un facteur déstabilisateur de l'Europe, alors que les Américains le voulaient. Et la France et l'Allemagne se sont opposés. Et depuis, bon, les choses ont changé, ça a évolué, mais je crois que pour les pays européens, non pas pour les États-Unis ou le Canada, eux c'est différent, mais pour les pays européens, il est très délicat d'admettre l'Ukraine au sein de l'OTAN. Au sein de l'Union européenne, il n'y a aucun problème. Même les Russes ne s'y opposent pas. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut se souvenir qu'en 2013 et 2014, c'est parce que l'Ukraine voulait se rapprocher de l'Union européenne que les Russes... Mais si. Non, pas du tout. C'est parce que les Européens ont interdit à Yanukovych de signer l'accord de Vilnius. Vous vous souvenez, à l'époque, l'Union européenne disait il faut d'abord libérer Mme Tymoshenko qui est en prison et ensuite vous signerez. Et Yanukovych a dit dans ces conditions, je ne signerai pas pour le moment. Et c'est ça qui a déclenché les révoltes de Maïdan, de l'Euromaïdan en 2013-2014. Mais à l'époque, ce que demandaient les Russes, c'était simplement de négocier avec l'Union européenne, puisqu'ils avaient un accord de libre-échange avec l'Ukraine, de négocier
les marchandises qui pouvaient transiter. Mais aussi, l'Ukraine voulait ensuite, Yanukovych allait signer un accord de coopération économique avec la Russie, et c'est à ceci que les Ukrainiens, que le peuple s'est opposé. Pardon, on ne peut pas refaire toute cette histoire qui est relativement lointaine, mais si on la résume, est-ce qu'on a fait de fausses promesses aux Ukrainiens en 2014, quand les Européens notamment sont allés à Kiev en disant on est là, on est avec vous, est-ce qu'à ce moment-là c'était de fausses promesses? Oui, c'était des promesses un peu aléatoires. En particulier, on avait promis 20 milliards pour permettre à l'Ukraine de refaire son industrie de manière à ce qu'elle puisse produire des articles euro-compatibles. Et en fait, au dernier moment, alors que Yanukovych, justement, attendait 20 milliards, on lui a dit vous aurez 683 millions d'aides macroéconomiques. C'est-à-dire qu'en fait, ces 683 millions, il ne les verrait même pas. Oui, je suis d'accord. Et l'OTAN aussi. Parce que ce qui s'est passé en 2008, c'est que les Américains étaient très partagés entre eux sur ce qu'il fallait faire avec l'Ukraine. Je vous ai peut-être déjà raconté ceci. Quand je travaillais à l'OTAN et que je m'occupais des relations avec l'Ukraine, quand les Américains me voyaient venir, ils m'ont dit « Oh mon Dieu, voilà mademoiselle l'Ukraine qui arrive, elle va encore nous parler de l'Ukraine. » Et surtout, il ne faut surtout pas que l'Ukraine pense qu'elle pourra demander l'adhésion à l'OTAN parce qu'on ne saura pas quoi faire, parce que ça va énerver les Russes. En 2008, les Ukrainiens ont recommencé à dire « Nous voulons rentrer dans l'OTAN ». Ça a fuité et les Américains se sont dit si on refuse à l'Ukraine, on aura donné raison à la Russie. Donc on va faire un flou. Et c'est en faisant des flous que les choses ne s'arrangent jamais. Il aurait fallu soit dire non, soit oui et l'admettre tout de suite. Pierre Lerin et Samantha Albendern, merci beaucoup. Je recommande votre livre, Pierre Lerin, L'Ukraine, une histoire entre deux destins. Un mot peut-être, vous êtes russophone, mais je sais que vous êtes russophone aussi, vous parlez toutes les langues. Là, le mot russe, le mot en russe qui résume une certaine vision russe que, vu d'ici, en Europe de l'Ouest, on n'a pas vu venir, on n'a pas compris, puisque visiblement il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, on n'a pas vu l'invasion qui allait se faire, c'est quoi, s'il fallait citer un mot en russe? Ce n'est pas ruski, c'est-à-dire russe, c'est rassiski, c'est-à-dire ce qui dépend de la sphère russe, de l'ancien empire. L'empire russe n'a jamais été pour les Russes un empire ruski, ça a toujours été un empire rassiski. On reviendra à ces débats historiques et à l'actualité au sens propre et d'abord à l'actualité très immédiate dans quelques instants puisqu'on parlera avec de nouvelles images de la situation dans l'est du pays. Nous sommes avec Kadi Adoumdouas et nos invités après cette interruption. À tout de suite.